Je m'appelle Hélène Gross et je suis chargée de mission biodiversité à l'ACTA. Donc l'ACTA, c'est l'association qui coordonne les instituts techniques agricoles. Et je suis l'animatrice du RMT Biodiversité et Agriculture. Et donc avec Véronique, on a la lourde tâche d'animer cette session 2, pratiques et outils pour une gestion durable des sols agricoles. Vous avez donc à l'écran les 5 projets qui vont vous être présentés lors de cette session. Donc avant de donner la parole aux personnes pour nous présenter ces projets. Juste 2 petites diapos un peu introductives pour peut-être repositionner cette session au sein d'une problématique plus générale qui est les sols et l'agriculture. Donc, pour nous, du point de vue agricole, on a une incitation à la fois politique, donc j'ai cité le fameux mot d'agroécologie qui est très à la mode en ce moment, mais c'est aussi une pression, je dirais, sociale, d'aller vers une agriculture avec un enjeu à la fois agricole, agronome et environnemental. Donc on est amené à produire plus. Donc au niveau des sols, c'est des enjeux agronomiques comme fertilité des sols, structure des sols, services écosystémiques. Donc c'est des choses qu'on va réentendre au cours des projets. Et produire mieux, donc avec tout ce qui est les enjeux environnementaux, donc dégradation, pollution, biodiversité des sols. Et au niveau d'un agriculteur ou d'une exploitation, on a 2 types de leviers d'action. Soit on peut agir à la parcelle, donc il y a un certain nombre de projets qui vont traiter d'actions plutôt parcellaires, mais on peut aussi agir à un niveau plus vaste qui est le territoire. Donc on a certains projets qui vont s'intéresser et traiter plutôt du paysage et de l'aménagement paysager. Alors cet atelier, comme le dit le titre, c'est pratiques et outils pour une gestion durable des sols. Donc pour nous, ce qui est quand même important, c'est cette réalité de terrain et là, on a besoin d'outils, de choses pratiques. Donc pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les porteurs de projets, de nous aider à s'approprier les innovations et surtout de proposer des solutions à mettre en œuvre ici et maintenant. Donc je m'excuse un peu auprès des porteurs de projets s'ils ne sont pas tout à fait dans les bonnes cases et au bon endroit, parce que j'ai un peu découvert les projets assez vite, donc ils en diront bien plus là-dessus. Juste avant donc, de laisser la parole, je pense que ce qui est très riche dans cette session, c'est qu'on a des projets qui trouvent une diversité à la fois de systèmes de production, avec des plurisystèmes, grandes cultures, on a quand même 3 sujets sur la vigne. Des projets qui couvrent une diversité d'approches, des approches plutôt modélisation et des approches plutôt d'études de pratique. Les échelles spatiales, donc parcelles et paysages, et aussi, je pense, intéressant, d'appels à projets. Donc on a des choses, bien sûr, il y a des programmes GESOL, mais aussi des guichets ANR, donc plutôt recherche, et des cases d'ARC, donc qui sont des fonds du ministère de l'Agriculture, qui sont plutôt des projets de recherche et développement. Donc on va appeler la première intervenante, qui va être Aurélia Michaud. Alors, bonjour à tous. Donc je vais présenter aujourd'hui en fait le projet de CASDAR ADEME Réseau Pro, qui s'est conclu à la fin d'année dernière, donc en décembre 2014. Ce projet était porté par l'ACTA et par l'INRA EGC, donc nouvellement appelé ECOSYS. Et donc ce projet de CASDAR ADEME, en fait, était un projet à vocation de créer un réseau d'acteurs et d'essais, en fait, sur la thématique du recyclage agricole des produits résiduaires organiques, donc qui sont recyclés en agriculture. Alors je vais utiliser par la suite, en fait, le mot de pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je le redis, c'est produits résiduaires organiques. Alors, ce projet était en fait multipartenaire, comme vous pouvez le voir en fait avec la liste des partenaires et leur logo, avec des instituts techniques, des chambres d'agriculture, des organismes de transfert, des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Nous avions le soutien de 2 RMT, donc le RMT fertilisation et environnement, pour les aspects plutôt fertilisants et amendements organiques, et le soutien du RMT CASAPROF pour les aspects plutôt sanitaires. Il nous a été demandé en fait une trame pour cette présentation, donc je vais essayer d'être la plus claire et précise possible. Et donc je vais débuter cette présentation en plaçant en fait le réseau pro dans le contexte général national en fait sur le recyclage des pros. Alors, ce contexte il est établi sur 3 grosses composantes que vous allez voir apparaître petit à petit sur cette diapositive. Tout d'abord, en fait, nous avons la composante produit, bien entendu. Nous avons en fait différentes ressources en termes de pros sur le territoire français qui présentent une diversité, une hétérogénéité, tant en termes de propriété, ça les personnes qui travaillent sur le recyclage des produits, ils le savent bien,
Nous avons également une diversité et une hétérogénéité en termes de terminologie employée tant par les personnes qui utilisent ces produits sur des essais agronomiques, par exemple, ou par les agriculteurs, tout simplement, ou les laboratoires d'analyse. Nous avons aussi beaucoup de divergences en termes de gisements sur le territoire et de modes d'utilisation. Par exemple, ce qui peut être vu très rapidement, c'est la différence entre les produits utilisés en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. D'autre part, s'ajoute à cela différentes réglementations qui s'apposent en fait aux produits qui sont épandus, qui statuent en fait sur des seuils, par exemple, de contaminants, des flux d'éléments apportés, ou tout simplement est-ce que le produit a un statut déchet ou pas. Voilà. Donc il s'avère en fait avec les partenaires que nous avons besoin de consensus en termes de terminologie pour harmoniser les codifications de ces produits qui sont épandus et aussi de mieux connaître en fait les effets et les propriétés de ces produits qui sont épandus. Alors, s'ajoute à cela en fait un territoire relativement petit, la France, mais relativement vaste en termes de diversité et d'hétérogénéité. Dès qu'on parcourt le territoire français, on le sait. On a donc une diversité, une hétérogénéité des gisements à l'intérieur du territoire, tant en termes de ressources, par exemple en Bretagne, on a des excédents et il y a des zones où il y a des déficits de produits potentiels, et en termes de besoins aussi. On a une diversité en termes de contexte, nous le voyons bien, hein, par exemple si nous allons dans le nord, dans le centre ou dans le sud de la France, nous avons un climat qui est différent, des sols qui sont différents, des cultures qui sont différentes, et une occupation du territoire qui va être différente en fonction de si par exemple on est en très rural, périurbain, voilà. Les besoins de l'agriculture bien sûr sont dépendants de ces contextes-là, voilà, donc ils vont différer en fonction du territoire où nous nous plaçons. Et nous avons bien sûr des différences en termes de réglementation, par exemple avec les zones vulnérables ou pas. Sachant que le territoire peut être pris à différentes échelles, une échelle locale, régionale ou tout simplement nationale. Alors, il apparaît qu'il y a encore besoin en fait de modéliser donc les scénarios d'apport de pros dans la succession culturelle, par exemple, ou d'apporter des outils de gestion à l'échelle du territoire, comme le projet de Casdar Girovar sur l'île de la Réunion. Alors, se pose la question en fait, est-ce qu'il y a une adéquation entre l'offre des produits sur un territoire et le contexte du territoire ? Autre chose qui est importante dans le contexte des pros, c'est quelle est la valorisation au champ. C'est-à-dire, on s'attache là maintenant à ce qui se passe au champ pour les agriculteurs. Donc, nous avons un contexte agricole local, qui est dépendant du contexte territorial, bien entendu, avec des menaces de dégradation des sols, et se posent encore des questions sur les effets des modes d'apport de pros, par exemple les dates, les doses, le matériel aussi, les effets post-apport des pros, à plus ou moins long terme. Ce n'est pas forcément si évident que ça de bien les maîtriser. Et est-ce que les pros apportent des services et quels sont les services potentiels de ce recyclage au sol? Donc il s'avère qu'il y a encore besoin en fait de références acquises au champ, puisque c'est ce qui fait quand même foi par rapport à ce qui se passe pour les agriculteurs, sur des sites de longue durée avec des acquisitions en monitoring. Et là nous parlons du SOER-Pro, donc piloté par l'UMR Eco6 et qui est un observatoire de recherche en environnement. Et dans le cadre du projet que je vais présenter tout de suite, donc c'est des références acquises au champ, donc sur des sites expérimentaux au champ dans diverses situations, donc avec le Casdar ADEME Réseau Pro. Voilà. Et toutes ces données permettent de développer et valider des modèles prévisionnels. Alors, nous nous attachons à savoir est-ce que les propriétés des pros, quels sont les effets attendus, est-ce qu'il y a un lien entre les propriétés et les effets attendus, et la connexion entre le territoire et les effets attendus au champ aussi. Alors, le but de la présentation sera d'appréhender la diversité expérimentale des essais au champ, de vous présenter succinctement en fait les données acquises au champ et des références encore à acquérir. Voilà. Alors, je vais présenter donc la diversité des expérimentations conduites au champ sur le recyclage agricole des pros. Ça, c'est un délivrable du projet de Casdar ADEME qui va aboutir en fait sur un document d'inventaire. Et cet inventaire a permis de recenser en fait 437 dispositifs sur le territoire français, incluant l'outre-mer, mais que l'île de la Réunion. Voilà. Nous pouvons voir sur cette carte que la majorité des dispositifs en fait sur le territoire étudiaient les effluents d'élevage qui sont représentés en orange, et ces effluents étaient étudiés majoritairement en fait dans les régions fortement productrices d'effluents, donc avec beaucoup d'élevage, à savoir les régions de Bretagne, la Réunion et le centre de la France. Les autres produits majoritairement étudiés étaient des pros d'origine urbaine et industrielle ou agro-industrielle, qui étaient préférentiellement étudiés en fait dans le nord-est et dans le nord de la France. Ce sont des régions en fait, avec un historique industriel. Alors, à partir de cet inventaire en fait de ces 437 essais, nous avons constitué une banque de données avec nos partenaires du réseau Pro, et nous avons donc dans cette banque de données 60 dispositifs qui sont considérés avec des données qui ont été saisies, des informations saisies.
sachant que dans ces 60 dispositifs, nous avons 45% des dispositifs qui sont d'une durée inférieure à 3 ans et 25% qui sont considérés comme des dispositifs de longue durée, donc 15 dispositifs avec une durée supérieure à 10 ans. Alors, au vu de cela, donc, quelles études nous avons sur ces essais qui ont été conduits? Quelles sont les données que nous avons pu acquérir sur ces essais et quelles sont les données que nous avons actuellement dans notre banque de données? Je vais essayer de replacer ceci en fait à chaque fois par rapport au contexte agricole sur les 2 diapositives suivantes. Tout d'abord, en termes de système d'occupation du sol. Donc la colonne de gauche en fait que vous voyez ici, ça concerne en fait les dispositifs inventoriés, donc sur le territoire français. Ici notre banque de données constituée avec nos partenaires et là la surface agricole utile. Donc nous pouvons voir tout d'abord que la majorité des dispositifs étudiés en fait étudient la grande culture, ce qui est représentatif de la surface agricole utile, avec environ 60% des dispositifs qui sont conduits en grande culture. Ensuite viennent la viticulture, qui est légèrement en surreprésentation par rapport en fait aux cultures pérennes cultivées sur le territoire français. Toutefois, nous avons un bon partenaire en viticulture et puis beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en fait en termes de viticulture pour estimer les effets engrais et amendements organiques. Nous avons par contre une sous-représentation des prairies permanentes tant dans les dispositifs inventoriés que dans la banque de données. Voilà, donc ça met en évidence un éventuel complément de données à acquérir. Ce tableau en fait, dresse un parallèle entre l'agriculture biologique et conventionnelle, alors tant pour l'inventaire que pour la banque de données par rapport à la surface agricole sur le territoire français. Nous pouvons voir en fait que nous avons une surreprésentation en fait des dispositifs conduits en agriculture biologique par rapport à ce qui se pratique en fait sur le territoire français, et ceci peut être lié en fait avec un besoin de référence sur les effets fertilisants azotés. Voilà. Oups, là. Alors, maintenant, je vais présenter en fait les thématiques qui sont étudiées sur les dispositifs, donc tant de la banque de données qu'inventoriés. Et ceci est mis en parallèle en fait avec une enquête qui a été réalisée auprès d'agriculteurs alsaciens, qui met en évidence en fait leurs attentes encore par rapport à la thématique du recyclage des pros. Nous pouvons voir, tout d'abord, que la majorité des études sont en adéquation en fait avec les attentes des agriculteurs et concernent en fait les effets de valeur engrais, c'est-à-dire les effets de valeur azotée et les effets de fertilisants P essentiellement. Sachant que la majorité des dispositifs étudient les effets de azoté à court terme, ce qui est normal en général, c'est l'effet attendu, un des effets attendus majoritaires. Voilà. Il reste encore néanmoins pour les agriculteurs donc enquêtés l'année dernière des besoins de références fiables et de moyens de déterminer l'effet réel engrais post-apport. Voilà. Viennent en seconde thématique étudier les effets d'amendement organique et les effets sur les propriétés physiques associées, telles la compaction, la structure du sol. Voilà. Ceci est aussi une attente encore des agriculteurs. Et en troisième thématique fortement étudiée, ceci concerne les métaux, avec, c'est un petit peu logique avec l'historique sur les recyclages, sur les épandages de boue anciennement contaminés. Et voilà, et avec sachant que ces études en fait étudiaient majoritairement les métaux réglementaires. Et les questionnements des agriculteurs, encore, donc l'année dernière, sont sur quelle est la valeur économique des produits par rapport à des engrais chimiques, par exemple. Quels sont des questionnements sur les contaminants émergents, et là on entend par là, par exemple, comme des résidus médicamenteux ou des résidus hormonaux, et sur la biologie du sol. Alors ça, ce sera évoqué plus tard par les autres présentations. Alors, je vais vous présenter juste un exemple d'utilisation des données. Par exemple, avec Myriam Germain, donc, qui était avec nous en fin d'année dernière, nous avons pu commencer en fait, à exploiter de façon agrégée en fait, les données avec des statistiques temporelles en fait, sur des statistiques temporelles en fait, sur des dispositifs de longue durée pour voir s'il y avait par exemple une évolution significative des variables du sol en fonction des produits qui sont apportés. Voilà. Pour essayer de voir un effet du contexte par rapport au type de produits qui sont apportés. Et ceci en lien avec les propriétés des pros apportés. Nous avons aussi dressé un bilan des données disponibles actuellement dans notre banque de données en vue de voir si nous pouvions agréger ces données, comment nous pouvions les exploiter et quels sont les compléments requis. Voilà. Alors, je vous présente succinctement donc, quels sont les compléments en jeu de données que nous avons identifiés à acquérir sur des dispositifs de longue durée. Tout d'abord, des études sur la disponibilité du phosphore et ceci dans différents contextes de surfertilisation ou sous-fertilisation. Le statut en matière organique, les effets physiques liés, les effets de fertilisants soufre, les risques d'émission et de lessivage d'azote, la biodisponibilité des métaux et les risques d'accumulation à long terme sur beaucoup d'apports, de longues chroniques d'apports, les contaminants émergents et bien sûr l'activité et la diversité biologique.
Voilà. Et des acquisitions de référence en fait dans des contextes qui ont été peu ou pas étudiés, à savoir les digestats, ça a été évoqué ce matin, les nouveaux produits, les prairies, je l'ai évoqué tout à l'heure, et des contextes minéralisant très fortement en fait la matière organique, comme par exemple le sud de la France ou des contextes, par exemple comme sur l'île de la Réunion. Voilà. Voilà. Alors la valorisation, je vais passer rapidement. Maintenant, il faut conclure. Oui. C'est vraiment là, 10 secondes. Ça marche. Eh ben, alors l'inventaire des essais en fait qui a été mis en place sur le territoire, ça permet déjà aux partenaires de la recherche de savoir quelles sont les données qui sont disponibles pour pouvoir orienter les futures données à acquérir. Ceci permet aussi aux organismes publics, aux agences, aux collectivités, à l'administration d'avoir un état actuel des connaissances, tant pour l'inventaire des essais que pour la banque de données que nous avons constituée entre partenaires. Ça permet potentiellement d'orienter les futurs programmes de financement sur le territoire français. Et pour l'utilisation des données, bien sûr, nous avons commencé, mais ça va permettre de poursuivre l'alimentation de modèles, d'indicateurs, d'exploiter de façon agrégée pour voir les relations entre propriété, effet et contexte. Voilà. D'autres aspects, ça vous pourrez voir dans les livrables du projet de CASDAR. Nous avons un guide méthodologique de conduite des essais et un système d'information en cours de développement. Voilà. Et je remercie tous les partenaires, les CDD contractuels, nos financeurs et soutiens, et vous pour votre attention. Merci. Bonjour, Bernard Barthès de l'IRD. Oui, les prairies permanentes, a priori, c'est pâturé par des animaux? Mais là, en fait, ce sont des petits dispositifs, donc même pas pâturés par des animaux. Non, non. Ce sont des petits dispositifs en fait implantés par nos partenaires et donc non. Parce que moi, je suis assez étonné quand même qu'on fasse des apports de PRO sur quelque chose qui est susceptible d'être pâturé, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est sous-représenté. C'est que c'est peut-être pas une situation forcément pertinente, quoi. Bah oui, non, parce qu'on apporte parfois des fertilisants sur des prairies, donc. Oui, mais propre, pas sale. Oui. Mais on pourra associer des dispositifs où il y a parfois des bovins qui peuvent être mis dessus. Enfin, ça pourrait être quand même une piste. Il y a des besoins en termes de prairies, justement, pour savoir quels sont les. Parce que parfois il y a des risques de surfertilisation en apportant trop d'effluents, justement. Donc il y a quand même un besoin qui persiste. Mais les animaux, ils vont consommer derrière? Oui, mais après, on peut voir un recyclage d'effluents. On n'est pas forcément obligé de voir un recyclage de produits urbains. Voilà. Guy Van Lerberg, agriculteur. La banque de données, elle est accessible à tous? Ah, non. Parce que la question, c'est, je fais un hold-up. Nous, on est demandeurs. Ben, très bien. Alors, en fait, pour l'instant, la banque de données, elle est sur un PC, un ordinateur, et à terme, elle sera dans un système d'information une fois que celui-ci sera fini de développer. Nous développons, en fait, nous travaillons avec des juristes justement pour statuer sur l'accès aux données. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir fournir des données agrégées, moyennées, en accès libre à des personnes. Et donc, par contre, il faudra voir dans les documents juridiques avec nos partenaires qui sont propriétaires des données, dans quelle mesure nous pouvons fournir des données agrégées ou moyennées qui seraient transmises au grand public. Et la volonté, c'est aussi de communiquer, bien sûr, tant au niveau de l'observatoire de recherche, donc INRA, ou dans les données du réseau pro, de communiquer auprès des acteurs. Donc, c'est sûr que, voilà, après, on peut avoir un effort de communication sur ces données, nous, partenaires, vis-à-vis de vous, agriculteurs, et voir comment on peut vous intégrer dans l'accès aux données. On va accueillir Daniel Cluzot pour le projet. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous parler du vignoble de Champagne et d'un des travaux qui ont été réalisés pendant une vingtaine d'années sur l'évolution des activités biologiques dans les sols et comment ces résultats ont pu faire après évoluer à la fois le conseil et ensuite les pratiques. Donc le contexte de la Champagne, c'est du point de vue socio-économique, une 15 000 exploitants viticoles qui se répartissent à peu près 280 000 parcelles. Donc déjà, ça fait une complexité de situation et de pratique. Du point de vue agro-environnemental, le vignoble de Champagne est situé sur des pentes moyennes à fortes. Donc là, on voit que ça peut entraîner, et ça entraînait aussi à cette époque-là, de grands problèmes d'érosion des sols et donc de perte de capital. De nombreux travaux aussi étaient faits à la plantation de la vigne et puis pour pouvoir assurer la protection de la vigne, de nombreux passages sont effectués chaque année, ce qui entraînait et entraîne toujours du tassement sur l'ensemble du profil de sol. Et puis les usages intensifs d'intrants phyto impactaient les activités biologiques dans les sols, mais aussi la biodiversité aussi des paysages. Donc la question qui était posée, c'était justement de savoir si la biodiversité des sols dans
le vignoble de Champagne, était menacé. Et donc une première étude a permis de montrer que les communautés lombriciennes dans les vignes de Champagne étaient relativement simplifiées et dominées par une espèce qu'on appelle l'ombric commun, alors que les espèces très sensibles aux différentes pratiques phytosanitaires n'étaient retrouvées que dans les prairies. Donc ça nous a permis de commencer à utiliser les vers de terre comme des bioindicateurs d'usage des sols, mais ça nous a aussi montré, ce travail, que certaines vignes étaient quasiment dépourvues de vers de terre. Et donc là, ça a alerté l'interprofession champenoise sur justement eh bien, le danger qu'il peut y avoir à avoir une disparition des activités biologiques dans ces sols. Et ça a permis ainsi de développer un programme de recherche et développement à partir des années 90 qui abordait trois axes complémentaires. Le premier axe portait surtout sur comment stopper la disparition des lombriciens en identifiant les pratiques les plus dégradantes ou les plus impactantes. Le deuxième objectif, c'était avec les espèces qu'on trouve encore dans ces vignobles, comment préserver et faire qu'elles ne disparaissent pas. Donc, comment identifier les pratiques qui vont permettre une restauration de ces populations encore présentes. Et puis, le troisième objectif, c'était comment faire revenir les espèces très sensibles. Et à ce moment-là, c'était aussi comment réfléchir à peut-être proposer des pratiques plus complexes à mettre en œuvre. Donc tout ça a permis de mettre en place une recherche, du point un peu recherche-développement et en interaction, donc un peu de la recherche-action. Selon un peu j'ai repris le modèle conceptuel de Dominic King. Et donc, au départ, il y avait une proposition et de questionnement par l'interprofession et les commissions professionnelles. Ça a permis de développer des programmes qui visaient à évaluer l'impact des pratiques viticoles sur les activités biologiques dans les sols. Et ensuite, il y a eu des différentes discussions croisées entre chercheurs et puis acteurs du développement pour justement établir la faisabilité d'un développement technique, de conseils, et comment élaborer de nouveaux conseils à destination des viticulteurs pour espérer aboutir à un changement de pratique. Donc, ce programme a permis d'identifier des pratiques qui étaient dégradantes pour les activités biologiques dans les sols et des pratiques qui étaient au contraire facteurs de restauration de ces activités biologiques. Et donc, le premier axe qui est ressorti, c'était d'identifier la pratique la plus dégradante dans ce système. Et donc, elle a été rapidement identifiée. C'était la désinfection avant plantation pour lutter contre un hématicide qui entraînait la maladie du cournouet. Et on a proposé très rapidement à l'interprofession d'arriver à faire tout ce qu'elle pouvait pour proscrire et faire, si possible, arrêter cette pratique. Et donc, le Conseil a fait des propositions avec une progression donc, justement des surfaces traitées à l'échelle du vignoble sur 15 ans, qui sont passées de 100% à 0%, avec différents conseils et surtout une alternative qui est apparue viable pour les viticulteurs. Alors ainsi, on a continué et on a identifié d'autres pratiques négatives qui sont connues aujourd'hui, etc. En parallèle, on a identifié des pratiques positives. Donc ça, vous verrez ça sur le poster qui est affiché dans la salle café. Et donc dans ces pratiques positives, nous avons proposé des pratiques qui étaient un peu complexes à mettre en œuvre. Au départ, c'était arrêter de brûler les sarments, ça paraissait simple. Mais ensuite, c'était aussi comment enherber la vigne pour la protéger de l'érosion, par exemple, et ramener du carbone dans le système. Et donc ça a donné des résultats plus mitigés. Donc je vais vous les montrer. Par rapport aux sarments, la majeure partie des viticulteurs a accepté progressivement d'arrêter de brûler les sarments et donc de les restituer au sol. Donc on a une entrée de carbone qui est un facteur positif pour les sols de viticoles. Mais du point de vue de l'enherbement, c'est plus mitigé. C'est-à-dire que l'enherbement, en 20 ans, il est passé de 0% à 22% du vignoble.
mais on voit bien qu'il y a une pression importante de protection de la vigne, avec le fait qu'on reste quand même encore à 65% de la surface du vignoble qui est désherbée chimiquement de manière exclusive. Donc on s'aperçoit qu'il est possible de faire évoluer les pratiques quand il y a vraiment un effet perturbateur très important, mais ensuite les autres pratiques qui sont plus ou moins dégradantes, eh bien, elles vont, par contre, passer au crible de la contrainte économique et sociologique. Et donc, on explique un peu ce maintien de cette pratique par le fait que, généralement, tous les vignobles, tous les viticulteurs apprécient plutôt encore la vigne propre, nue, etc. Et donc, on espère que dans ce vignoble, ça va progresser comme dans d'autres vignobles. Donc, c'était juste pour montrer. Bon, par contre, il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il y a un maintien quand même de cette protection au désherbage chimique exclusif, on a une disparition des herbicides de prélevés. Du point de vue de l'impact sur la biodiversité des sols et en particulier l'ombricienne, c'est un facteur très important. Les insecticides de post-levée ont quasiment aucun impact négatif sur les vers de terre. Donc en conclusion de cette approche, c'est de reprendre un peu le schéma et de se dire, bon, vraiment, nous sommes arrivés à faire évoluer le conseil grâce aux résultats de la recherche. Cette évolution du conseil a entraîné des changements de pratiques et puis on a pu ainsi identifier les bonnes pratiques. La question maintenant, c'est est-ce que cette évolution des pratiques va se ressentir sur l'ensemble du vignoble et comment ainsi la biodiversité des sols va évoluer dans ces systèmes viticoles. Alors la question, c'est pendant la période de notre étude, qui a duré une vingtaine d'années, eh bien déjà on s'est dit, on va retourner voir les parcelles que nous avons inventoriées pour voir justement comment elles ont évolué sur les 20 ans. Et donc on s'aperçoit que dans ces parcelles, qui représentent à chaque fois des groupes de parcelles, puisque vous avez eh bien, on a une évolution positive globale de cette abondance, et puis aussi de la richesse, soit elle est restée stable en termes de nombre d'espèces présentes, soit elle est légèrement augmentée. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles espèces qui sont revenues, elles étaient en faible densité, et maintenant elles sont en densité suffisante pour être inventoriées. Donc ça c'est très positif, on est très content de ce résultat-là, sauf que il faut dire qu'il y a 20 ans, nous étions partis avec des gens qui étaient volontaires pour travailler sur la biodiversité des sols. Donc c'est aussi des gens qui étaient force de progrès. Maintenant, on se dit, l'objectif 2020, c'est se dire, il faut avoir une image à l'échelle de l'ensemble du vignoble, et donc il faut amplifier l'inventaire. Et donc pour ce faire, il faut rendre accessibles justement les outils d'évaluation de la biodiversité des sols aux viticulteurs, aux professionnels, donc par des méthodes participatives, et on verra aujourd'hui un exemple tout à l'heure sur Agrinov. Et donc nous avons développé pour ce faire un observatoire participatif des vers de terre, et donc il y a un poster aussi dans la salle café que vous pourrez voir, et qui vous résumera aussi l'effort que nous avons fait pendant 25 ans pour observer les vers de terre. Donc nous avons observé sur 200, 300 parcelles. Et là, en 3 ans, 2000 observations ont été faites par différents groupes dans des méthodes participatives. Donc à suivre. Merci. Cécile Claverol, du Conseil économique, social et environnemental. Juste une question sur les bois, le retour des sarments à la terre. Dans le vignoble jurassien dans lequel je vis, ils ne veulent pas le faire à cause des spores de champignons qui persistent sur les bois. Comment vous avez résolu ça? La capacité du Conseil à être motivé pour promouvoir cette pratique. Et donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est que nous avons testé pendant 4 à 5 ans les conséquences négatives de chacune de ces pratiques. Et donc, par rapport au sarment, c'était des mesures de développement des maladies cryptogamiques dans la vigne qui ont été suivies pendant 5 ans
Et à partir de là, il y a eu une publication dans le Vigneron champenois montrant que, avec ces observations faites pendant 5 ans, eh bien, le fait de ne plus brûler les vignes n'entraînait pas une augmentation des risques. Par contre, dans les zones trop humides, donc après il y a le programme zonage qui a permis aussi d'exclure de ce conseil certaines zones qui étaient à risque. Une époque, il avait été pendu beaucoup de boues de stations d'épuration. J'aurais savoir qu'est-ce que ça a donné sur le long terme. Bon, donc c'était pas des boues de stations d'épuration, c'était des ordures ménagères broyées, appelées aussi compost urbain, et appelées par les vignerons champenois gadou de la ville de Paris, qui était depuis très longtemps, qui venait plus de la ville de Paris. Donc ces ordures ménagères broyées avaient été utilisées dans les années 80, 70, 80 comme amendement de surface pour lutter contre les risques d'érosion. Et à un certain moment, la viticulture champenoise a voulu interdire cette pratique parce que les bus japonais qui visitaient la Champagne l'hiver, on voyait des vignes bleues. Donc c'était dur d'expliquer pourquoi la vigne était bleue. Et donc ils ont mené une campagne pendant 5 ans pour pouvoir prouver aux viticulteurs champenois qu'il y avait un risque à utiliser les ordures ménagères, à la fois dans le sol, comme accumulation de métaux lourds, à la fois dans les bois de taille et à la fois dans la grappe et dans le vin. Ils n'ont rien trouvé, mais quoi qu'il en soit, donc depuis 10 ans, cette pratique est interdite. Donc toujours pareil, ils essaient de démontrer pour appuyer pour la conviction, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas d'impact négatif, mais ça a quand même été arrêté. Bonjour, Cécile Fèvre du Médé. J'ai une question par rapport à ce que vous avez identifié comme un relatif échec, le passage du sol nu à l'enherbement des vignes. Quels sont les freins éventuels socio-économiques que vous avez identifiés? C'est pas un échec, c'est juste que ça a été moins rapide que les autres changements, parce qu'on a quand même montré que la diversité lombricienne augmentait, que donc le bénéfice écosystémique augmentait. La technicité s'est aussi impliquée dedans, donc les tracteurs sont des autoporteuses, des tondeuses autoportées, etc., etc. Donc techniquement on peut tout faire, mais il y a des risques de gelée quand on enherbe les vignes. Et comme on a interdit en même temps maintenant d'utiliser des produits résiduaires agrochimie, des huiles et tout ça qu'on brûlait avant dans le vignoble pour réchauffer les vignes. Donc toutes les techniques pour lutter contre les risques de gelée ont été interdites. Donc ça somme les facteurs et les gens décident de ne pas prendre ce risque-là, même s'ils se trouvent dans une zone, parce que là encore l'interprofession a fait un zonage avec 3 classes, la zone où on peut enherber sans problème, la zone où c'est interdit d'enherber parce qu'il y a un risque trop important, et la zone intermédiaire. Mais même les gens ne vont pas enherber dans la zone où ils sont sans risque. Du fait que, voilà. Donc là, c'est la prise de risque sociale. C'est Elisabeth Véram et Nicolas Chémidelin qui vont donc nous présenter le projet Agrinov qui a été justement évoqué par Daniel. Je vais vous présenter le projet Agrinov, qui est un projet CASDAR qui est coordonné par Lionel Rangeard de l'UMR Agroécologie à Dijon, dont l'organisme chef de file est l'Observatoire français des sols vivants, ici représenté par Elisabeth Véram, et puis moi, Nicolas Chémidelin, qui suis maître de conférence à AgroSub Dijon et dans l'UMR Agroécologie. Voilà. Tiens, Voilà. Bonjour. Donc, je vais juste vous présenter le contexte dans lequel le projet Agrinov s'est fait, de manière à ce qu'on voit bien l'esprit dans lequel le travail s'est organisé et quelles sont les suites de ce projet. Donc, l'Observatoire français des sols vivants, c'est une organisation qui fédère des agriculteurs et des utilisateurs des sols dans l'optique de bâtir ensemble des outils qui seraient validés en commun par les utilisateurs des sols et par la recherche pour mesurer, d'une part, l'impact des pratiques sur la qualité biologique des sols, mais ensuite l'impact des pratiques sur la rentabilité et l'impact des pratiques sur la qualité des productions. Donc le premier chapitre qui a été ouvert, c'était, dans le cadre du projet Agrinov, de mesurer l'impact des pratiques sur la qualité biologique des sols. Dans ce contexte, le projet Agrinov a raisonné de la façon suivante. Il a été constitué un réseau
d'agriculteurs répartis partout en France qui ont adhéré au réseau Agrinov et qui ont accepté de donner un certain nombre d'informations à travers un questionnaire agricole dans lequel ils expliquent leur itinéraire technique sur les 4 dernières années et de recevoir une formation qui leur permette de comprendre ce que sont les indicateurs que l'on va mesurer au titre de la qualité biologique des sols et comment on les mesure en partant sur le début de l'histoire, c'est-à-dire comment fait-on les prélèvements et comment en analyse-t-on les résultats ensuite. Voilà, pour arriver à un tableau de bord de synthèse qui concentre des résultats qui sont utilisables individuellement pour chaque agriculteur et qui mettent en relation la qualité de ses sols et la manière dont il les a cultivés, mais aussi en groupe, au sein de groupes d'agriculteurs qui ont prélevé ensemble dans des parcelles qui sont proches les unes des autres, donc aussi près que possible du toutes choses égales par ailleurs, avec toutes les nuances que ça peut induire en matière agricole, pour pouvoir se comparer en groupe, et ensuite pour que les données centralisées dans une base de données centrale permettent aussi de se comparer à l'échelle nationale et de développer des référentiels et des valeurs d'alerte, des seuils d'alerte et puis des seuils d'optimum. Voilà, des niveaux d'optimum. Donc je laisse Nicolas vous présenter le projet pour toute sa partie, pour tout le déroulement scientifique du projet. Voilà, alors pour Agrinov en un schéma, grosso modo, c'est faire le pont entre la recherche et le monde agricole, avec l'idée vraiment de fournir des outils opérationnels qui sont de type bioindicateur pour équiper les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire l'auto-évaluation à la fin, pour évaluer leurs pratiques et l'impact de leurs pratiques sur la biologie de leur sol, et ça dans l'objectif d'initier un pilotage vraiment complémentaire de ce qui se fait à l'heure actuelle pour les pilotages des parcelles agricoles, qui soit basé sur des analyses biologiques. C'est vraiment l'objet du tableau de bord. Et ça dans une optique de qualité et de durabilité des productions, de qualité environnementale, et puis aussi de formation, parce que les agriculteurs sont vraiment friands et ont un besoin de formation. Les critères de choix, il faut bien voir que les indicateurs qui ont été choisis sont faits en co-construction entre chercheurs et agriculteurs ou viticulteurs. Pour les chercheurs, de par leur intérêt biologique, écologique ou agronomique, leur robustesse, leur sensibilité et leur validité, et les référentiels qui sont disponibles pour les interpréter. Et pour les agriculteurs, le côté finalement, quelles attentes on peut mettre derrière un indicateur. Il faut que ce soit concret, pas trop lourd à mettre en œuvre, qu'on ait une facilité d'interprétation et qu'on ne soit pas trop cher. Parce que simplement, la limite économique est toujours un frein. Tout ça pour arriver à quantifier des services rendus, avoir des structures analytiques aussi qui soient à même de répondre à une demande, que ce soit au niveau des laboratoires publics dans le cadre du projet, mais aussi derrière de structures à objectifs plus économiques à la fin. Au jour d'aujourd'hui, les indicateurs dans Agrinov, on a 4 indicateurs biologiques. Les lombriciens avec l'OPVT, donc représenté par Daniel Cluzot ici. Les nématodes avec la société Lysol Environnement, et puis les bactéries et les champignons, donc en termes de quantité, de diversité et puis de structure, au niveau de l'INRA de Dijon. Et à cela, ces choix ont été motivés principalement parce qu'on avait une importance de ces différents organismes dans la chaîne trophique du sol, une implication forte dans le cadre des services écosystémiques qu'on peut ressortir à la parcelle, et on a couplé tout ça à des approches, à des indicateurs plutôt agronomiques, que ce soit la physico-chimie du sol, parce que simplement c'est un indicateur utilisé en routine par un agriculteur, un test bêche pour avoir une idée un petit peu de la structure, des variations de structure du sol, et notamment des états de tassement, et puis des liter-bags qui permettent de mesurer la vitesse et la dynamique de décomposition des matières organiques. Tout ça pour avoir un petit peu une idée de l'habitat, du statut trophique du sol, et puis des vitesses d'évolution, on va dire, du garde-manger. Et pour tout cela, on avait soit préexistant, soit on a monté des référentiels d'interprétation qui permettent de dire si on est au-dessus ou en dessous d'une valeur de référence. Dans Agrinov, le principe, ça a été d'abord d'agréger un réseau d'agriculteurs qui aujourd'hui compte 250 membres à peu près, 250 agriculteurs en eux-mêmes, et puis une formation qui a aussi ciblé une quarantaine d'extérieurs qui sont des professionnels du milieu. Alors sur la carte, vous avez représenté à gauche finalement la structuration en groupe, c'est-à-dire que tous les agriculteurs qui ont été formés ont été regroupés par groupe de 15 à 20 pour pouvoir se comparer et discuter entre eux. Une formation un petit peu de groupe de travail locaux. Et puis sur la carte de droite, vous allez voir finalement chaque point qui a été mesuré. Alors vous verrez qu'il y a des trous en France simplement parce que dans le cadre d'Agrinov, on a ciblé principalement des systèmes en grande culture de par la surface qui est utilisée et puis les systèmes en viticulture de par la valeur ajoutée qu'on a au niveau des produits. Une formation Agrinov, comment est-ce que ça se passe au jour d'aujourd'hui? C'est une formation théorique le matin d'une demi-journée
sur les objectifs dans le cadre des objectifs du projet, mais aussi sur les indicateurs biologiques et agronomiques. Une première formation sur la méthode d'échantillonnage et puis une formation pratique l'après-midi sur parcelle, où on va présenter les méthodes d'analyse, les méthodes d'échantillonnage et finalement développer aussi un petit peu les indicateurs au terrain. Ensuite, dans les 2 à 4 semaines qui suivent, les exploitants sont invités eux-mêmes à faire les échantillonnages et à retourner leurs échantillons pour qu'ils soient analysés au laboratoire dans les 2 à 3 mois qui suivent. Et dans les 6 mois suivants, on a un rendu opérationnel, c'est-à-dire on rend les résultats aux agriculteurs dans leur groupe et comme ça on stimule des discussions entre eux sur les observations qui ont pu être faites. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des retours de formation qui sont très positifs, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'opérationnel qui tourne bien, avec un intérêt fort et des niveaux de connaissances qui sont suffisants pour les agriculteurs, et puis sur la qualité de l'organisation aussi, mais ça, c'est un petit peu plus pour nous. Alors, pour vous démontrer le succès de la mise en œuvre, on vous a représenté ici, par indicateur, le taux de retour, en gros, le taux de mise en œuvre par chaque stagiaire. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple pour la physico-chimie du sol, on est à 97% de mise en œuvre. Donc c'était simplement prendre un prélèvement de sol et nous l'envoyer. Pour la microbiologie aussi, les nématodes aussi. Pour les tests bêches, qui sont vraiment des indicateurs au terrain, on est à plus de 90%. Et finalement, ce qui pêche un petit peu plus, ça va être les litter bags et les enquêtes. Mais simplement, les litter bags, c'est parce qu'on a un délai de 4 mois pour aller les rechercher dans le sol. Et puis des fois, on a de la perte. Et pour les enquêtes, simplement parce que remplir une enquête agricole, c'est pas toujours ce qui intéresse le plus l'agriculteur. Mais néanmoins, c'est quelque chose, ce qu'on voit, c'est qu'on a un très bon taux de retour. Et donc, on concluait qu'on avait une mise en œuvre qui était très efficace du projet. Pour vous donner un exemple de rendu, parce que finalement, les résultats, on faisait ça en 2 temps. Donc, un rendu par groupe en collectif, où on créait des curseurs. Donc, sur ces curseurs, ce qu'on faisait, c'est que pour chaque parcelle, on positionnait la valeur mesurée, c'est le petit carré noir. Et puis, vous avez une petite bande rouge en pointillé qui représente en fait la valeur de référence et qui permet à chacun de se positionner par rapport à ses références. Soit on est bien, on est au-dessus, soit on est en dessous, on est moins bien, soit on est très en dessous, et là, c'est pas super. Et chaque indicateur a son curseur avec sa gamme de couleurs qui correspond, donc chaque fois dans le vert, quelque chose de positif, et dans le rouge, quelque chose qui est plutôt négatif. Et derrière, pendant les rendus opérationnels, c'est tout bon. Voilà. On avait un rendu individuel, c'est-à-dire que chaque agriculteur qui avait participé au projet avait un temps de discussion avec tous les experts sur chacun des indicateurs, que ce soit en termes de physico-chimie, de tests de compaction, de dégradation de la matière organique, de microbiologie du sol, sur les nématodes ou les lombriciens. Donc, ce qui permettait de leur donner un petit peu des clés de diagnostic. Et comme dans chaque formation, on avait associé des techniciens de chambre d'agriculture qui étaient spécialisés sur le conseil de ces exploitants-là, en fait, de les aider à aller se retourner vers leurs techniciens de chambre pour avoir le conseil adéquat, pour bien orienter justement les variations de pratiques qu'ils auront envie de mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, le projet il va être valorisé sous différentes formes. D'une part, on est en train de faire l'analyse de données à une échelle nationale sur tout le réseau pour évaluer les pratiques agricoles, mais aussi identifier les pratiques les plus innovantes, c'est-à-dire celles qui sont, on va dire, le plus souvent dans le vert pour les indicateurs choisis. On est en train de faire aussi une grosse partie de communication sur les résultats, que ce soit dans la presse agricole ou dans des articles scientifiques ou dans des congrès nationaux, internationaux, et puis aussi parce qu'on organise un colloque de fin de projet. Donc on en profite un petit peu pour faire, on va pas dire, un petit peu de publicité sur les journées nationales d'innovation agricole qu'on lui a arrangées au mois de novembre prochain. Et puis on a des perspectives qui sont en voie de réalisation, que ce soit le déploiement des formations agriculteurs, c'est-à-dire de mettre à disposition, si les agriculteurs le souhaitent, qu'ils puissent organiser des formations auprès de nous et qu'on puisse intervenir pour déployer encore un peu plus les indicateurs. Mettre en place des formations de formateurs, c'est-à-dire former des référents locaux qui soient aptes ensuite à suivre et à augmenter, à densifier le réseau en local. Déployer le tableau de bord analytique, donc ça va être encore intensifier et densifier les référentiels. Et puis mettre en place un réseau de veille à l'innovation agricole à travers plusieurs réseaux régionaux, donc dans le cadre notamment d'appels d'offres européens à l'échelle régionale. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Agnès Richomme-Jolion, écologie microbienne, Lyon 1. J'ai une question relative à votre indicateur sur la biomasse microbienne. Vous définissez une valeur seuil, si j'ai bien compris.
comment est-ce que vous affranchissez des modifications de biomasse qui n'ont rien à voir avec des pratiques, mais simplement avec des facteurs environnementaux ou la saison ou n'importe quelle autre variable qui n'a rien à voir avec les pratiques que vous envisagez? De ce point de vue-là, alors, pour justement pouvoir, on va dire, normaliser cette donnée-là, on utilise un modèle qui permet de prédire la biomasse microbienne à partir, enfin la biomasse, je veux dire, moléculaire microbienne, à partir des données physico-chimiques du sol. Ce qui nous permet en fait d'enlever la partie vraiment environnement sol et de conserver juste une part de variation qui est liée aux pratiques. Voilà, donc ça, si au jour d'aujourd'hui, le modèle est soumis dans un journal, dans un journal à comité de lecture, et on attend encore le retour pour savoir s'il va être, quand est-ce qu'il sera publié, mais il sera disponible sous peu. Jacques Berthelin, comité GESSOL. Alors, j'ai peut-être pas bien saisi, mais comment établissez-vous vos valeurs de référence pour faire vos études? Et puis ensuite, enfin, on pourra en parler un peu plus tard, comment définissez-vous finalement Parle dans le micro. Comment définissez-vous la sensibilité ou la robustesse de vos indicateurs en regardant à la fois les paramètres biologiques et les paramètres chimiques et physiques ou physico-chimiques? Alors, on va dire, pour les indicateurs, en termes de référentiel, on va avoir deux types vraiment de méthodologie. La méthode avec la partie modélisation dont je parlais avant, et puis une autre méthode qui va être plutôt une accumulation d'observations pour avoir des gammes de variations qu'on va dire, alors je ne vais pas parler de gamme de variations normales, mais des gammes de variations observées, et pour savoir si on est un petit peu au-dessus de si vous êtes en gros au-dessus du groupe ou en dessous du groupe. Voilà. Si on peut faire dire ça rapidement, ça va être un petit peu ça. C'est est-ce que vous êtes au-dessus de la moyenne du groupe ou en dessous? Et on va dire le sens que vous donnez à l'indicateur dépend fortement aussi de vos objectifs à vous. Donc un agriculteur n'est pas forcé d'avoir envie de maximiser tous les indicateurs du lot. Voilà. Pour la seconde question, alors c'est un peu... La seconde question vient en complément, c'est-à-dire les relations que vous pouvez établir entre finalement les valeurs seuil que vous avez obtenues et puis ou les critères que vous choisissez et la validation d'indicateurs biologiques, parce que en fait, ce que vous voulez mettre en valeur, c'est les indicateurs biologiques. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les indicateurs qui sont utilisés sont entre guillemets déjà validés, dans le sens où on sait qu'ils sont sensibles aux pratiques agricoles. Voilà, c'est une forme de mise en œuvre des indicateurs pour les utiliser derrière. C'est pas... Ouais, vas-y si tu veux préciser. Mais... Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que les indicateurs eux-mêmes ont été choisis par les agriculteurs dans le cadre de groupes de travail mixtes. C'est-à-dire que dans le cadre du projet, on avait constitué des groupes d'interlocuteurs qui étaient consultés, auxquels on a soumis un grand choix d'indicateurs auxquels ils pouvaient s'intéresser, et ils ont eux-mêmes opéré leur sélection en fonction des informations que rendaient les indicateurs qu'on leur présentait. Robert Liffrand, INRA. Pourquoi vous restreignez l'intérêt de vos indicateurs aux services rendus aux agriculteurs? Parce que j'ai l'impression que tels que vous les définissez, ils sont beaucoup plus généraux et d'intérêt collectif parce qu'ils concernent notamment la dynamique du carbone ou d'autres éléments. Donc je trouve que votre projet, il est en fait beaucoup plus large et il rend service à l'ensemble de la société et pas uniquement aux agriculteurs. Et dans ce sens, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ça semble restreint. Néanmoins, les possibilités d'ouverture sont... Enfin, c'est complètement ouvert en réalité. Mais simplement, le bénéfice direct, là, dans le cadre du projet, il est... Enfin, la première étape, c'est un bénéfice pour l'agriculteur en lui-même. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a présenté un petit peu comme ça au départ. Mais bien sûr qu'à la fin, les débouchés et les services qui sont rendus ne sont pas uniquement pour l'agriculteur qui produit ses céréales ou son vin sur une parcelle. Je voudrais juste ajouter une chose. Là, on considère que ces indicateurs sont valables pour les sujets sur lesquels on les a testés. Quand on les testera sur d'autres sujets, on pourra prétendre qu'ils sont valables, éventuellement, si les résultats sont justes, sur les autres sujets sur lesquels on les testera. Maintenant à Patrick Milieu, donc pour nous présenter SP3A. Bonjour. Le programme SP3A a réuni 7 laboratoires de recherche de Montpellier, Dijon, Toulouse,
2 partenaires non scientifiques, la Chambre d'agriculture de l'Hérault et un bureau d'études en Villis. On a bénéficié aussi de la participation d'utilisateurs potentiels des résultats du programme, des animateurs et gestionnaires de bassins versants. Alors quel est le contexte? Quelques éléments de contexte. Des données récentes sur la qualité des eaux montrent que 40% des eaux de surface des cours d'eau sont contaminés par les pesticides, donc au niveau national. Parmi ces pesticides, comme le montre l'histogramme sur cette diapositive, la majeure partie des matières actives, ce sont des herbicides. La viticulture est bien évidemment fortement concernée par ce problème de contamination, malgré une dynamique en cours de réduction d'usage des herbicides. Second élément de contexte, la diminution en fait, des ruissellements contaminants, c'est un enjeu particulièrement fort pour le milieu méditerranéen, parce qu'en fait, du fait de l'importance des écoulements de surface qui sont donc importants. Voilà. Sur ce graphique, vous avez en vert les concentrations en herbicides, en pesticides à l'exutoire d'un bassin versant de 90 hectares, et vous constatez qu'en fait, ces concentrations-là sont identiques à celles aux eaux sortant des parcelles en bleu, parce qu'en fait, les eaux de ruissellement des parcelles sont transmises directement à l'échelle du bassin versant. Alors, dans ce contexte général, le programme SP3A s'est donné comme objectif d'identifier, de définir des stratégies efficaces et acceptables pour réduire les usages d'herbicides et limiter le ruissellement. Pour cela, nous avons développé une démarche pluridisciplinaire basée en 4 étapes que je vais très rapidement vous exposer. Tout d'abord, à dire d'experts, nous avons défini des stratégies de réduction d'usage des herbicides. Ces stratégies ont été évaluées sur le plan agronomique et environnemental, à dire de modèles. Parallèlement, une analyse des changements possibles a été réalisée à dire de viticulteurs, donc par l'intermédiaire notamment d'enquêtes. Et l'ensemble des résultats a été confronté donc, pour faire un bilan. Alors, cette démarche a été mise en œuvre sur un bassin versant viticole du Languedoc-Roussillon, le bassin versant du Rieutort pour ne pas le nommer. Alors pourquoi on a choisi ce bassin versant-là? Parce que tout d'abord, il y avait une forte demande locale. Et puis par ailleurs, le bassin versant alimente un captage classé Grenelle. Alors je vais vous présenter 4 résultats majeurs. Le premier résultat concerne une chaîne de modélisation qui a été mise en œuvre donc, dans le cadre du projet SP3A pour évaluer les impacts agronomiques et environnementaux de ces stratégies. Chacune des stratégies définies est déclinée en plusieurs modalités d'entretien du sol. Alors à partir, la spatialisation à l'intérieur du bassin versant est effectuée à partir d'une base de données qu'on a construite pour le projet, donc à partir de données sol, climatiques, risque de stress hydrique notamment. Par la suite, un modèle de décision, le modèle Divine, simule à partir de ces modalités d'entretien du sol différents itinéraires techniques à l'échelle de la parcelle, donc sur le rang, sur l'interrang. Un modèle hydrologique, le modèle Midas, simule, lui, des états de surface, avec une dynamique d'évolution de ces états de surface au cours du temps, et il simule également un couvert herbacé. Les états de surface générant un ruissellement, le modèle Midas simule des flux de ruissellement et des concentrations en herbicides, donc dans ces eaux de ruissellement. De l'autre côté, pour l'évaluation agronomique, nous avons un modèle de bilan hydrique, le modèle Wallis, et un bilan azoté qui permet d'évaluer les rendements donc, en raisin. Ces estimations de rendement tiennent compte des prélèvements en eau et en azote qui sont faits par l'enherbement donc dans les parcelles. Donc à partir de là, on peut établir un bilan agro-environnemental. Deuxième résultat, les stratégies qui ont été définies et leur évaluation environnementale. Alors les stratégies, nous en avons défini 4 qui sont basées sur une réduction drastique en fait, de l'IFT, indice de fréquence de traitement. Il faut savoir qu'au niveau régional actuel, l'IFT herbicide est de 1,1, donc en tenant compte de l'épamprage. Et les IFT que nous allons simuler, donc prendre en compte dans ces différentes stratégies, vont de 0 à 0,4. Les stratégies font intervenir différentes combinaisons de pratiques que vous avez résumées dans la partie colorée symbolisant les rangs et les interrangs, et font intervenir des pratiques telles que l'enherbement hivernal, le travail du sol, l'enherbement permanent,
et le désherbage chimique. Je ne rentre pas dans les détails pour les différentes stratégies. Ensuite, vous avez, pour les 4 stratégies, les pourcentages de surface viticole qui sont concernés par l'application en herbicide. Ça va bien évidemment de 0, puisque la stratégie 1A, c'est le 0 herbicide. Donc les pourcentages de surface vont de 0 à plus de 35, donc quasiment 40%. Enfin, dans les deux dernières lignes, vous avez les résultats des simulations donc, issus du modèle Midas, provenant du modèle Midas, du modèle hydrologique, avec des valeurs de concentration en herbicide dans les eaux, avec des pics maximaux et les moyennes des pics maximums annuels. Ce qu'on peut constater, c'est que même avec des très faibles usages d'herbicides, pour la stratégie 1B en bleu foncé, on a des pics de pollution qui sont supérieurs à la norme autorisée pour les eaux de boisson, 0,1 microgramme par litre. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que si l'on veut obtenir des eaux de qualité, sur le plan environnemental, il est bien évidemment qu'on doit se diriger tout droit vers le zéro herbicide. Bon, pour que cette stratégie pour qu'elle serve un peu de cible, ce que l'on propose, c'est de passer par des étapes de transition, donc avec un peu de souplesse dans les usages de réduction des herbicides. Troisième résultat, il concerne la gestion de l'enherbement. Alors une petite précision, enherbement dans le projet, en fait, on a pris en compte que l'enherbement spontané. Et tout d'abord parce qu'en fait, sur le bassin versant, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une très grande frilosité, pour ne pas dire plus. En fait, les viticulteurs ne souhaitaient pas, et n'ont pas, ils ont fait des tests, mais ils ne souhaitent pas enherber leurs parcelles. Parce qu'en fait, ils ont constaté par eux-mêmes qu'il y avait cet enherbement était risqué certaines années. Alors ça a été confirmé par l'évaluation agronomique, le modèle Wallis, a confirmé qu'effectivement on avait des risques de production donc en raisin suivant les années et les sols. Alors pour illustrer cela, vous avez dans ce tableau les différents types de sols du bassin versant, donc 5 types de sols. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait l'enherbement, il n'est possible, quelles que soient les modalités, que pour les sols alluviaux, ce qui n'est pas illogique. Par contre, pour les sols pierreux, à l'autre extrême, en rouge, impossible, absolument impossible de faire de l'enherbement. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour les autres sols, mais vous voyez qu'il y a différentes situations suivant le type de sol. Alors, la variabilité en fait, des rendements constatés issus des simulations nous montre clairement qu'il faut essayer d'avoir une meilleure maîtrise spatiale et temporelle de l'enherbement, donc avec des modalités, avec de la flexibilité, là encore, à la fois dans le temps et dans l'espace. Quatrième résultat et dernier résultat, ce concerne l'analyse des réseaux sociaux, qui a montré l'existence d'une capacité sociale collective de changement. Alors les réseaux sociaux, ici, ils sont basés sur une typologie des exploitations agricoles. À gauche, vous avez des usages d'herbicides, qui est basé, la typologie, c'est ça, est basée sur les usages d'herbicides par les exploitations agricoles. En vert, vous avez les exploitations qui n'utilisent pas d'herbicides. En jaune, un petit peu, en bleu, usage standard, et en rouge, fort usage. Alors, donc, toutes les exploitations du bassin versant sont symbolisées sur cette diapositive. Le bassin versant est apparu comme étant une limite parfaitement adéquate pour analyser ces réseaux sociaux dans ce cas de figure-là. On a donc ici le résultat, je vais passer au résultat, c'est que ces réseaux sociaux mettent en évidence en fait des groupes d'acteurs, des groupes qui sont symbolisés avec des échanges, des interconnexions entre agriculteurs qui sont symbolisés par les flèches, entre chacun des petits symboles, donc représentant les exploitations agricoles. Alors ce qu'on constate, c'est qu'au centre, on a ce qu'on appelle le noyau. Alors ce noyau, il est très important parce qu'en fait, il rassemble les groupes d'acteurs qui sont porte-parole du changement. Je reprends les termes des sociologues, je ne sais pas où est Claude, là, par là, j'espère pas me tromper. Donc les groupes d'acteurs porte-parole du changement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les acteurs, les viticulteurs qui sont réellement moteurs dans le bassin versant. Alors, si, dans les cas de figure, si j'ai bien compris, où on a un noyau, donc la partie rouge, ceinturée en rouge, où on a un noyau qui est complètement homogène en termes de couleur, par exemple rouge, fort usage, ça veut dire que d'une part, la norme technique sur le site, elle est centrée sur un fort usage d'herbicides et qu'aucune évolution possible n'est aucune évolution possible n'est possible. Enfin, aucune évolution n'est possible, pardon. Puisque tous les groupes d'acteurs sont
il y a une homogénéité totale. Nous, dans notre cas de figure, on a bien donc un usage, une norme centrée sur un usage important, rouge et bleu, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même des pratiques qui sont alternatives, qui font partie de ce noyau. Alors ça, c'est donc la conclusion, c'est qu'en fait, on a donc sur le site une norme qui est en cours de modification, donc avec une possibilité d'évolution, de changement. Enfin, pour terminer, la conclusion, le programme SP3A, il a montré tout l'intérêt de mettre en œuvre une démarche pluridisciplinaire avec des sciences environnementales, agronomie, sociologie, pour orienter et stimuler les changements. On a mis en place 2 approches complémentaires, une approche experte par enquête compréhensive, qui a permis d'identifier et de définir des scénarios en rupture par rapport à l'existant, une approche par modélisation, qui fournit en fait des bornes agro-environnementales, des limites, et qui permet d'objectiver les différents scénarios qui ont été proposés. Le modèle, en fait, sert ici comme une sorte de médiateur entre les différentes approches. Alors, 2 perspectives. C'est vrai que dans le programme, nous n'avons pas pu développer d'analyse économique sur ces différentes stratégies proposées. Donc, ce que l'on se propose de faire, c'est d'essayer d'intégrer dans le projet, dans les mois à venir, une évaluation économique simplifiée, mais on va essayer de le faire. Deuxième perspective, qui est cette fois-ci la peut-être plus importante, c'est que l'on va essayer, on va plus qu'essayer, on va le faire, on va adapter la démarche et le modèle, notamment le modèle hydrologique, de telle façon qu'il puisse être utilisé par les animateurs de bassins viticoles et qu'ils puissent donc l'utiliser sur le terrain. Je vous remercie. Bonjour Daniel Cluzot, juste une question de compréhension. Sur les classes d'enherbement, là, vous avez associé dans la classe du milieu enherbement 1 rang sur 2 permanent et 1 rang sur 2 enherbement hivernal. Le tableau, il y avait à double entrée, là. Comment je fais pour... Escape. Voilà, ça y est. C'était celui-là, non? Non, c'était juste celui avant qu'on a vu, là. Celui d'avant? Voilà, ça. Ouais. Et alors, après, l'autre classe, c'est enherbement tous les interrants. Oui. Et je vois pas la progression dans un sens ou dans l'autre, là. Parce que... Par rapport aux couleurs, ouais, pour moi, c'est pas un gradient. Donc, enherbement permanent, tous les interrants, oui, enherbement permanent, un interrant sur 2, enfin, tu as un enherbement hivernal, hein, donc ça, c'est régulièrement, c'est une pratique assez courante, et tu combines ça avec un interrant sur 2, un enherbement, oui, qu'est-ce qu'elle est? Ça. C'est l'autre interrant, il est couvert durant l'hiver. Au milieu. Au milieu, tous les interrants, l'ensemble de la parcelle est enherbé. C'est l'enherbement hivernal total, d'accord? Et lorsque les traitements ou le travail du sol, enfin, en février, ils font juste un enherbement qui est maintenu un interrant sur 2. Et ailleurs, il est désherbé chimiquement ou travaillé ou différentes combinaisons. Il y a différentes possibilités. Je me demandais, dans la mesure où il y a des zones où il y a une très forte utilisation d'herbicides, est-ce qu'il y a un phénomène de protection pour ceux qui choisiraient au sein d'un îlot de forte utilisation de protection contre des adventistes ou non? Comme une vaccination humaine, quoi. Une petite population est protégée par l'ensemble de la population qui est vaccinée. Est-ce qu'il y aura ce phénomène-là? Alors, répète. Un agriculteur qui décide de ne pas utiliser par rapport aux espèces végétales, voilà, tu veux d'être dire? très vertueux, de ne pas utiliser herbicides, mais tous ses voisins utilisent des herbicides, est-ce qu'il serait de facto protégé? Alors, c'est quelque chose qu'on observe, alors je crois que c'est le cas du pourpier notamment, qui est en train d'envahir pas mal de sols viticoles. Après, je pense que franchement, il y a probablement quelques espèces végétales pour lesquelles il peut y avoir ce genre de problème, mais bon, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'important. C'est vrai, lorsqu'il y a de l'irrigation, le pourpier est entraîné dans les eaux d'irrigation et il colonise très rapidement, par exemple. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation et ces questions. Et donc, on va accueillir Christian Walter pour le dernier projet de cette session.
Donc, je voudrais vous présenter un projet que j'ai coordonné, qui associe des équipes de Rennes, de Montpellier, de Tours et d'Orléans, autour d'un thème qui est la structure du paysage et la conservation des sols. Donc c'est un projet de recherche, non pas GESOL, mais de l'ANR, dans le cadre d'un programme sur la vulnérabilité des milieux, et notamment sous l'effet du changement climatique. Alors, en introduction, je prends partir de ces deux images. L'une à gauche, un paysage, ici on choisit en Bretagne, des années 50. À droite, en 2013, le même paysage. C'est une évolution classique d'un changement profond de la structure des paysages, avec notamment un agrandissement des parcelles, avec des suppressions de beaucoup de structures linéaires type haie. Et donc cette évolution passée des paysages nous interroge sur les évolutions futures aussi de ces mêmes paysages. Et donc le cœur un peu du projet Landsol, c'était de se demander, à partir des expériences passées et de nos connaissances de processus, est-ce que nous sommes capables de concevoir les paysages du futur en intégrant la durabilité des sols dans leur conception. Donc c'est le cœur, c'est placer un aspect de durabilité des sols dans cet aspect de réflexion sur l'évolution des paysages. Alors disons, la démarche générale, c'est de repartir des concepts de ce qu'on appelle l'écologie du paysage, c'est-à-dire considérer que le paysage comme un système organisé, où on a des éléments naturels, le substrat, la distribution des sols, des éléments anthropiques, l'organisation générale du paysage en parcelles par exemple et en structures linéaires, et puis bien sûr les pratiques, l'aménagement, l'occupation des sols, menées par les agriculteurs notamment. Et donc, en l'appliquant au sol, on cherche à prendre à la fois en compte les espaces cultivés et non cultivés, intégrer dans l'analyse l'hétérogénéité des sols, considérer les interactions entre processus, et si éviter de simplement raisonner processus, par exemple l'érosion, sans tenir compte en même temps, par exemple, du stockage de carbone, et évaluer l'effet des changements passés et futurs. Donc l'idée générale de poser, c'était est-ce que les approches de modélisation qui se sont développées, modélisation distribuée, étaient pertinentes pour étudier des systèmes complexes de ce type-là. Donc le projet en lui-même avait pour objectif de quantifier par simulation l'effet de la structure des paysages, l'occupation des sols, sur l'évolution de ces mêmes sols, à l'échelle de quelques décennies, donc intégrer des temps relativement longs, de le faire dans une diversité d'agrosystèmes, pour voir un peu l'effet de ces changements de situation, et en comparant des scénarios d'évolution climatique. Et donc on s'est intéressé à deux processus, les processus de stockage de carbone dans les sols et les processus d'érosion des sols, mais aussi de redépôt. Il ne s'agit pas simplement de ce qui part, mais aussi de là où on s'atterrit. Et ça nous a amené en fait à coupler deux modèles existants, un modèle de stockage de carbone dans les sols et un modèle d'érosion des sols, et nous avons rajouté une fonction de redépôt. Alors les secteurs d'études, on les a voulu contraster, donc on les a pris d'une part en Bretagne dans une situation de bocage ancien, mais qui a fortement évolué au cours des dernières décennies, un paysage plutôt d'élevage. En Touraine, un paysage de grande culture, anciennement bocagé, mais où le bocage a complètement disparu. Et puis, dans le Languedoc-Roussillon, une situation de vignoble en climat méditerranéen avec des sols calcaires ou des sols fertilisés. Et donc, sur chacun de ces paysages, avec ces modèles couplés, on a testé un certain nombre de scénarios d'évolution. Donc, on s'est projeté là vers le futur, donc à l'échelle du siècle à venir. Et à partir d'un scénario qu'on a appelé stationnaire, c'est-à-dire on prend le paysage de chaque situation et on prolonge sa dynamique dans le temps, on pourrait revenir sur cette idée stationnaire, on a aussi décliné un certain nombre d'évolutions de ces paysages, soit selon
des scénarios défavorables à gauche, soit pour l'érosion, soit pour le carbone, liés aux aménagements, on modifie le parcellaire, on modifie les structures linéaires, soit aux usages qui sont faits à l'intérieur de ces parcelles, on modifie le type de culture, on modifie les intercultures, soit à la combinaison de ces deux. Et puis, un certain nombre de scénarios qui, cette fois, correspondent dans chaque situation à des évolutions plus favorables, soit en termes d'érosion ou de carbone. Et cela croisé avec des situations vous pouvez m'enlever lequel c'était, voilà, des évolutions climatiques, soit des évolutions stationnaires du climat, soit un des scénarios d'évolution des climats qui a été modélisé par Météo France. Donc voilà le type de résultat que l'on obtient ici sur le cas du bassin versant de Rougeant, donc cette zone viticole, où nous modélisons ici l'évolution en fait, on modélise l'érosion et donc les évolutions d'altitude en chacun des points. Donc vous voyez d'abord que la modélisation se fait à des résolutions très fines, pour essayer de bien tenir compte de l'effet, y compris des structures locales du paysage. Et toutes les zones rouges au départ, en haut à gauche, la situation stationnaire, vous voyez qu'on est dans des zones d'érosion assez modérées, de l'ordre de 0,7 tonnes par hectare. Alors si on fait évoluer la structure, c'est-à-dire les aménagements, dans ce contexte-là, vous voyez qu'on a une légère augmentation de l'érosion globale sur 100 ans, mais dans ce qu'on voit surtout à droite, c'est que c'est l'effet en fait de ce qui est marqué ici, l'occupation, mais c'est plutôt le type de pratique appliquée à chacune des parcelles qui est un déclencheur très fort d'érosion supplémentaire dans ce cas-là. Donc vous voyez, on essaye de simuler des évolutions de paysage et de quantifier les évolutions des processus, notamment en termes d'érosion, de stockage de carbone. Alors, quelques éléments de conclusion, c'est que les approches de modélisation des paysages permettent bien de simuler des évolutions de sol à moyen terme, avec des difficultés, bien évidemment, de validation de ces évolutions, mais on peut y revenir. On a des différences fortes entre sites, notamment sur l'intensité et la forme des processus érosifs. On a montré un effet prépondérant de l'occupation du sol, plus que sur les aspects de structure et de changement climatique, mais des situations où on a des pratiques par exemple, très, très érosives, vont multiplier l'effet du changement climatique. Et puis, on est bien là sur des premières approches qui permettent d'envisager des gestions de paysages qui incluent cet objectif de préservation des sols. Alors, bon, je vais passer sur cet aspect-là, juste pour dire que les modèles mis en œuvre l'ont été aussi dans d'autres contextes depuis lors, notamment en Éthiopie, en Russie et en Belgique, sur des conditions d'évolution, notamment de l'érosion très différentes, que les indicateurs qui sont développés ont été intégrés dans un projet GSOL qui s'appelle ACV Sol. On tient compte érosion et stockage de carbone. Et puis d'autres aspects du projet qui sont peut-être là plus techniques, mais qui sont utiles à rappeler. C'est qu'on est aujourd'hui, on dispose à présent d'outils, notamment de caractérisation des milieux, de la topographie, notamment par LIDAR aéroporté, où on peut intégrer l'effet, par exemple, de structures linéaires qu'on n'arrivait pas ou on arrivait difficilement à le faire précédemment. La nécessité d'avoir des cartographies fines des propriétés des sols, si on veut faire ce type de simulation à l'échelle des paysages. Et puis, bien évidemment, l'importance de dater les processus, d'essayer de distinguer des processus d'érosion moderne de processus d'érosion beaucoup plus anciennes, qu'il ne faudrait pas mélanger dans une même modélisation, d'où l'intérêt de ces nouvelles approches de datation qui sont apparues au cours des dernières années ou au cours des dernières décennies. Voilà, merci.
C'est extrêmement intéressant parce ça montre qu'on peut faire des aménagements agricoles qui ne seraient pas des aménagements, c'est-à-dire qui ne seraient pas privatifs. Toutefois, le sol peut avoir quelques traîtrises. Si on prend l'hypothèse du pergélisol qui va venir enrichir considérablement l'atmosphère en méthane, on se trouve avec une hypothèse qui va de plus 6 degrés à plus 8 degrés pour une température moyenne de 15 degrés. Vous voyez ce que ça fait pour un sol vivant à la fin du siècle. Dans ce cas-là, on a un problème de délai pour la réponse qui ne se pose pas dans l'étude actuelle, mais il y a toujours un délai, y compris pour mettre en place EDE, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait, à partir de cette étude, essayer de définir quels sont les délais impératifs d'une évolution en termes d'aménagement, d'adaptation climatique? Et on s'apercevrait d'ailleurs peut-être qu'à une certaine vitesse de dérive, nos délais sont supérieurs à la réponse à apporter. Oui, c'est une question intéressante. Est-ce que les délais sont supérieurs Est-ce qu'il marche, oui? Est-ce que les délais sont supérieurs? Grosso modo, les aménagements qu'on va installer supposent effectivement des délais de l'ordre de la dizaine ou de quelques décennies. Voilà. Après, il y a peut-être des aménagements qui ont des effets plus rapides, notamment ceux qui concernent l'installation de modifications de pratiques sur les parcelles. Là, j'ai ma voisine qui pourra en parler très bien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer agir sur l'érosion sur, par exemple, des temps très courts. Mais effectivement, sur la dynamique, par exemple, du stockage ou du déstockage du carbone, c'est quelque chose qui nécessite nécessairement du temps. Donc, oui, la question est pertinente. Mais cette histoire de méthane, en même temps, reste aussi incertain. Ne concerne pas nécessairement nos zones. Donc la réflexion est peut-être un peu différente. On ne peut pas demander peut-être aux agriculteurs de nos régions nécessairement d'intégrer des processus très globaux qui risquent d'affecter la globalité. Mais voilà, cette question effectivement de temps de réponse, des adaptations qu'on peut faire et d'évolution parallèle du changement climatique, c'est sûrement un sujet important, avec des possibilités de réponse soit à court terme, soit nécessairement plus longues. Mais les deux cartes, à mon avis, doivent être jouées quand même. J'avais une question, je ne suis pas sûre de bien avoir compris comment vous faites les projections en termes de paysage, notamment par rapport à la première illustration que vous nous avez proposée, parce qu'il me semble, donc je suis économiste, qu'un des premiers déterminants de l'évolution des paysages, c'est les politiques publiques. Et du coup, je me posais la question de est-ce que vous l'intégrez dans vos projections? Est-ce que vous en tenez compte ou pas? Non, disons, bien évidemment, c'est les politiques publiques qui décident de l'évolution des paysages. Mais nous sommes plutôt dans une situation où nous testons les effets et nous testons les différentes alternatives qui sont envisageables, avant même l'installation de ces nouveaux paysages suite à des politiques publiques. Donc vous voyez, c'est plutôt une interaction. On envisage des pistes, on les teste et on revient pour savoir si ces politiques publiques, telles qu'elles sont envisagées, vont avoir aussi à moyen terme les effets positifs attendus. Donc c'est un rôle assez modeste quand même. Ce n'est pas de piloter les politiques publiques, mais plutôt de fournir des bases qui permettent de les évaluer. Et si possible, aussi a priori. S'il n'y a pas d'autres dames dans la salle, je peux poser ma question. Donc Enrique Barrios, INRA Yesol. Ma question, c'est un peu la suite de la question précédente, c'est par rapport à qu'est-ce que vous avez fait varier dans la construction des scénarios. Je n'ai pas bien vu s'il y a des modifications, s'il y a l'introduction de nouveaux éléments dans les paysages, s'il y a des modifications des parcellaires. Je n'ai pas l'impression, dans l'exemple de Rougeant, j'ai l'impression que c'est les mêmes parcelles qui sont conservées. Et après, est-ce que vous avez tenu compte de l'évolution des pratiques dans les scénarios? C'est-à-dire que quand on envisage des évolutions favorables ou défavorables, c'est à différents niveaux. Soit c'est l'évolution générale de la structure du paysage, on agrandit des parcelles, on supprime des haies, ou au contraire on en réinstalle, etc.
soit on modifie le type de culture, par exemple, hein, de maïs en silage, on passe à des prairies temporaires, soit on modifie des pratiques qui permettent de conduire une même culture. Hein. Par exemple, dans Rougeant, on désherbe chimiquement ou on travaille le sol. Voilà. Hein, donc c'est à ces différents niveaux que des évolutions sont envisagées. Hein, et ceux qui sont là pour définir ces scénarios, ce sont les experts agronomiques ou les pédagogues de chacun des contextes. La question complémentaire, est-ce que vous avez priorisé qu'est-ce qui a le plus d'effet par rapport à la modification de l'érosion? Alors sur l'érosion, c'est clairement au niveau des pratiques hein, que ça se dépend des contextes en fait. Hein. Dans certains contextes où l'érosion n'est pas tellement hydrique mais plutôt liée au problème à l'érosion aratoire, les réflexions sont différentes. C'est une question pour SP3A, pour Patrick Andrieux. J'aimerais savoir comment les acteurs du territoire ont reçu les résultats du projet. Parce que je sais que dernièrement vous leur avez présenté. Alors, tu as bien dit les acteurs du territoire. Hein. Enfin, les acteurs avec qui vous avez travaillé, non? Bon, parce qu'en fait, les acteurs du territoire, en fait, les viticulteurs du territoire, la cave coopérative, pour le moment, ils ne les ont pas reçus, donc voilà, donc je ne peux pas savoir encore. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a prévu de faire. Disons que les autres, les animateurs de bassins, gestionnaires, autres, chambres d'agriculture et autres, bon, bah, d'abord, ils ont participé, il y en a qui ont participé depuis l'amont à l'élaboration, définition des stratégies. Ensuite, les résultats, je crois qu'ils n'ont pas été plus surpris que cela. Je crois que ça a été bien perçu, bien reçu. On n'a pas eu de réponse négative ou fortement défavorable. Je pense que ce qui a beaucoup intéressé, c'est vrai que quand on leur dit que en fait la cible c'est le zéro herbicide, et voilà, et si on leur dit on y passe dès demain, c'est pas possible, quoi, ça c'est clair. Donc le fait de proposer une flexibilité, une souplesse, je crois que c'est quelque chose qui a fortement, qui est plus motivant, à la fois pour l'enherbement et puis pour les usages. Merci. J'ai une question à propos des indicateurs biologiques. Donc, dans 2 projets qui ont été présentés, vous avez développé des indicateurs biologiques avec le choix toujours difficile des limites, des valeurs seuil. Ma question, c'est ce qui est remarquable dans vos 2 projets, c'est qu'il y a une interaction avec les gestionnaires du sol, en l'occurrence agriculteurs, de grandes cultures, viticulteurs, avec les utilisateurs. Est-ce que cette interaction a un effet en retour sur le choix de l'indicateur, le choix des variables, le choix... Voilà. Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il y a eu des effets en retour? Les séances apparemment que vous avez de discussion des résultats, ça doit être extrêmement riche dans le projet Agrinov. Oui, donc clairement, la mise en place des indicateurs, le choix d'appliquer tel ou tel indicateur a été fait en collaboration directe avec les agriculteurs à chaque fois. C'est-à-dire que c'est eux qui sont venus au départ discuter autour des indicateurs, qui a aidé à faire le choix, et ensuite qui ont fait la première phase de mise en œuvre pour voir leur opérationnalité au terrain. Ouais. Donc, juste une chose à rajouter, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit émerger chez les agriculteurs, et je crois qu'il y en a dans la salle, une catégorie de gens qui ont une culture telle de l'expérimentation agricole que quand un indicateur ne leur convient pas, ils font des essais pour proposer des choses à mettre à la place. Et quand ils reviennent, après avoir testé ce qu'on leur propose, ils disent « Vous nous avez proposé telle chose, c'est très bien, mais ce n'est pas pratique pour nous, donc on vous propose autre chose qu'on a testé en parallèle. » Et là, on voit bien qu'il émerge dans le cadre de ce qu'on cherche à construire nous, c'est-à-dire un réseau de veille, une catégorie d'agriculteurs qui est formée et forgée intellectuellement pour travailler avec des chercheurs qui, eux, apprécient beaucoup ce métissage. Parce qu'ils reçoivent des informations auxquelles ils ne peuvent pas accéder dans des conditions différentes que le travail en commun de recherche au champ. Là, on a eu 2 exemples en fait de données qui sont issues de réseaux, l'OPVT avec des données
ciblé sur un certain nombre de choses, et Agrinov aussi. Et du coup, ma question était plutôt, ce type de données qui émergent de programmes ont-elles vocation à être généralisées, bancarisées? Elles font appel à des données classiques, mais aussi à des tests. Et donc, c'est plutôt une réflexion autour de sciences participatives issues du monde agricole, en fait, et du statut de cette donnée, bon, peut-être pas au jour d'aujourd'hui, mais dans les perspectives. À savoir, est-ce que les agriculteurs sont intéressés? Est-ce que les données doivent être généralisées, bancarisées, etc. Alors, pour ce qui concerne l'accès aux données, il y a l'accès dans le cadre des projets de recherche, puisque quand ils sont cofinancés par des fonds publics, d'abord les résultats sont publics, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que dans le cadre du travail, dans le cadre du projet Agrinov et dans le cadre des missions de l'Observatoire français des sols vivants, il y avait le fait de faire émerger un colloque qui a pour ambition d'être bisannuel, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans, qui s'appelle les Journées nationales de l'innovation agricole, et dont l'objet, précisément, est de faire, de rendre au grand public, à toute personne qui voudra assister à ces colloques, la connaissance des pratiques innovantes mesurées. Et j'entends bien par mesurer celles qu'on a identifiées en utilisant des outils qui permettent de comparer des pratiques. Donc ce qui est intéressant pour nous, dans le cadre du projet Agrinov, c'est qu'on est à la première étape de ce long circuit itératif qui consiste à valider les outils et à pouvoir les donner, les rendre accessibles à qui voudra, c'est-à-dire tous les groupes de travail agricoles, tous les GEDA, toutes les coopératives, tous les gens qui voudront faire des essais peuvent recourir à ces outils puisqu'on a fait émerger la filière économique qui utilise et qui peut prester ces indicateurs de manière à ce qu'ils puissent se comparer entre eux, les gens qui recourent à ces outils dans le cadre de groupes de travail, disposer de l'accès au référentiel, et les JIAG, ces Journées nationales de l'innovation agricole, donneront à chaque fois communication sur la manière dont sont construites ces références et donneront communication des pratiques innovantes qui auront été identifiées. Xavier Salducci, Société Celesta Lab. J'avais une question à poser à Daniel Cluzot et peut-être un petit peu aussi à Madame Véram pour le futur qu'elle nous a présenté pour ses projets. Donc Daniel, d'abord, moi je trouve bravo pour cette présentation et pour ce projet de longue haleine, 20 à 25 ans de travail sur la biodiversité. Finalement, tu étais précurseur de beaucoup de choses avec les personnes dont tu as présenté, Rémi Chaussot et d'autres personnes. Moi, ce qui m'intéressait, donc, je trouve qu'à partir d'un exemple de travaux fondamentaux sur la biodiversité des lombrics, tu es arrivé quand même à faire évoluer les pratiques chez les agriculteurs dans un vignoble qui est quand même pas rien puisque c'est la Champagne. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir, au-delà du pilotage des lombrics, puisque maintenant tu sais piloter les lombrics et cette biodiversité, quel retour pour la production? Quel est le gain pour le viticulteur au-delà d'avoir des sols peut-être plus intéressants? C'est une question un petit peu, pas forcément piège, mais on me la pose souvent sur le terrain. Les gens me disent c'est bien beau de travailler sur la biodiversité ou de travailler sur la biomasse microbienne, etc. Mais quel retour au-delà de faire des sols plus vivants? Qu'est-ce qu'on a, nous, producteurs, en termes de gains? Et donc, est-ce que dans tes projets, ou en parallèle, il y a eu un retour d'évaluation sur la vigne, le vin, etc. Et donc, pour Madame Véram, pour les futurs, effectivement, j'ai compris que là, on démarrait un projet avec Agrinov, mais vous allez certainement aborder ce lien entre biodiversité, fertilité biologique et production. Donc, comment vous envisagez éventuellement de faire les liens entre les deux, qui sont très compliqués et si importants? Question complète et complexe. D'abord, c'est pas moi qui ai converti ou les gens à faire d'autres choses. C'est plutôt le conseil donc assuré par l'interprofession viticole, les services techniques du CIVC. On a fait des restitutions dans ce sens-là en faisant des tests sur les zones enherbées par rapport au processus d'érosion, par exemple. Et ça a été très, très intéressant. Mais ça n'a pas forcément entraîné une mobilisation à passer à l'enherbement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus toujours projeter ça comme ça. Comme quoi, il y a de A, on va vers B, de B, on va vers C, etc. C'est complexe, on en a parlé ce matin avec l'approche sociologique. Simplement, donc, dans
dans le cadre du programme Agrinov et dans le cadre aussi de l'Observatoire des vers de terre, nous commençons à concevoir des fiches de restitution qui sont transmises à chaque agriculteur ou à chaque groupe qui leur parle de la biodiversité. Et il est prévu donc pour le 5 décembre de communiquer sur une fiche qui rendra compte du bénéfice écosystémique à avoir des vers de terre. Concernant la question des indicateurs sur le fait d'établir un lien, le fait qu'ils puissent apporter la possibilité d'établir un lien entre les pratiques et la qualité des productions, c'est ça que vous me demandez, par l'intermédiaire de la qualité des sols? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le terrain, les agriculteurs veulent aussi un retour sur la qualité de la production ou la quantité, très naïvement. C'est pour ça que je m'adressais aussi à Daniel en disant quelle qualité, est-ce qu'il y a des meilleurs champagnes depuis qu'il y a plus de vers de terre? C'est comme ça qu'on me pose la question sur le terrain aussi. Donc voilà, c'est un peu... C'est des raccourcis, je sais, mais c'est comme ça qu'on me la pose. Alors, je vais vous répondre à partir de ce qui est à notre portée dans le matériel qu'on a bâti aujourd'hui et qu'on a validé. Aujourd'hui, dans le cadre d'Agrinov, nous avons utilisé des indicateurs que je qualifierais d'indicateurs techniques, parce qu'ils sont extrêmement précis, qui eux-mêmes sont validés dans le cadre du projet ADEME Bio 2. Donc là, la robustesse scientifique de ces indicateurs, elle est avérée, et leur sensibilité aux pratiques aussi. Dans le cadre du projet Agrinov, nous avons testé le fait de pouvoir combiner les résultats de ces indicateurs pour faire surgir un niveau supplémentaire de compréhension à 2 points, à 2 titres. Le niveau supplémentaire de compréhension, c'est qu'on compare ces indicateurs dans ce qu'ils traduisent en matière de sensibilité sur les pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils disent la même chose sur les échantillons qu'ils qualifient. Et la deuxième des choses, c'est qu'on s'est demandé quelles étaient les informations supplémentaires dont avait besoin l'agriculteur ou le propriétaire des sols à propos du lien entre la manière dont il utilise ses sols et la qualité de ses pratiques. Et on a constaté une chose. C'est d'autant plus facile pour moi à vous expliquer que je suis aussi agricultrice. Et donc, je me trouve confrontée, comme tous les agriculteurs, à une batterie de questions sur est-ce que vous faites bien, est-ce que vous faites mal. D'ailleurs, on pense que vous faites mal, on pense que vous ne faites pas trop mal. Et les indicateurs à partir desquels on qualifie notre façon de travailler sont souvent des indicateurs externes. Et nous n'avons pas de motifs objectifs, de moyens objectifs de répondre aux questions qui nous sont posées. Et les questions qui nous sont posées, c'est est-ce que vous êtes propre ou pas propre? Est-ce que vous êtes polluant ou pas polluant? Est-ce que vous êtes durable ou pas durable? Donc, à partir des indicateurs techniques que nous avons validés, nous avons construit des indicateurs de synthèse qui abordent la question de l'assurance écologique, qui lui-même est un concept purement scientifique et validé, que je résumerai en disant est-ce que l'écosystème, est-ce que le système, est-ce que la capacité du sol à résister à des agressions est bonne, moyenne ou dégradée? Donc, quelle est sa capacité de résilience? On a parlé aussi de la fertilité naturelle. Est-ce que la vie des sols permet que la santé des plantes soit bonne? Car on a compris quand même qu'il y a un lien entre la vie des sols et la santé des plantes. Et puis il y a une dernière approche à laquelle on s'intéresse et qu'on n'a pas encore définie, c'est quel est l'état sanitaire des sols. Voilà. Donc ces indicateurs de synthèse, ils seront présentés dans le cadre des journées de l'innovation agricole le 3 et 4 novembre 2015 à Angers. Voilà. On a la chance d'avoir à la tribune des pédologues qui sont au contact du terrain et au contact des personnes qui travaillent le sol. Ma question est toute simple. GESOL, gestion des sols, est-ce que la nouvelle frontière, c'est précisément pas cette science participative où tout l'art est de voir quelles sont les marges d'erreur? Mais si je prends l'exemple de ce qu'on a fait pour les oiseaux ou pour les batraciens, etc., on arrive à avoir des milliers de personnes qui font des observations et qui ensuite sont corrigées par des spécialistes et avoir une relative précision concernant les populations. C'est probablement applicable dans le domaine du carbone des sols et peut-être même avec une vision globale de biodiversité. J'avoue que moi, pour ma part, c'est une question que je me pose, j'en ai pas encore la réponse. Quand on aura le type de
la réponse à ce que Daniel nous a dit, c'est-à-dire est-ce qu'on sait exploiter les données qu'on va produire, à ce moment-là, je serais convaincu que c'est vraiment un grand progrès. Je vois bien potentiellement les progrès qu'on peut en attendre en matière de démultiplication des observations. Par exemple aussi, pour quelque chose qui m'intéresse, l'érosion, des gens qui mesurent où se produit l'érosion dans les paysages. Et donc, on envisage, nous aussi, de se lancer sur ce thème-là. Mais je devine derrière quand même des outils, des moyens pour exploiter, valider cette information, que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, moi je n'ai pas encore, sauf à mettre quelqu'un derrière, à passer des heures, à regarder des choses, etc. Voilà. Donc si vous voulez, pour ma part, ça reste un espoir, mais un espoir qu'il faut explorer et défricher encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des avis plus tranchés que les miens, mais effectivement, on sent le potentiel, mais on se dit aussi qu'on n'a peut-être pas, en tant que scientifique, derrière toujours les moyens pour déjà à présent exploiter des sources d'informations par dizaines de milliers, par centaines de milliers, qui nous parviendraient. Mais c'est sûrement un pari intéressant pour l'avenir. Je posais la question à Christian, c'est le paysage comme archive. Est-ce que dans les travaux qui ont été menés dans l'ANSOL, est-ce que par exemple l'approche un peu temporelle des paysages anciens que l'on trouve soit, peut-être pas à Cassini, mais c'est sûr sur le Calas napoléonien, puisque le Calas napoléonien, bon, sa structure est pour l'essentiel médiévale dans un certain nombre de secteurs en France. Je pense que c'est on a du mal à se projeter dans l'avenir, il y a des tas de scénarios à mettre en place. Au moins on peut avoir un regard assez pertinent, je pense, sur ce qui nous a précédé, notamment en matière d'usage des espaces agricoles, quoi. Notamment pour peut-être prédire un certain nombre de mécanismes, pourquoi pas l'érosion ou de choses de ce type. J'ai presque envie de donner la parole à Dominique Schwartz, qui est son thème, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir sans avoir une bonne connaissance du passé. Rien que pour modéliser, on a besoin d'injecter des dynamiques dans les modèles, et si on n'a pas une bonne idée des dynamiques passées, on modélise très mal. Alors la seule difficulté, c'est que s'il y a des ruptures, s'il y a des évolutions non linéaires, on peut très bien avoir dans le futur des évolutions qui n'ont pas eu lieu dans le passé. Donc à la fois, il faut comprendre le passé, pour comprendre la dynamique, et en même temps, il faut accepter qu'éventuellement le futur ne soit pas simplement une projection de ce qui s'est passé dans le temps, parce qu'il peut y avoir des ruptures. Par exemple, on passe sous des seuils de matière organique et l'érosion se déclenche beaucoup plus fortement. On a des événements climatiques qu'on n'a jamais connus dans le passé. Donc il y a à la fois le besoin de comprendre le passé, mais aussi d'envisager des évolutions qui n'ont jamais eu lieu. Claude Follon, Agriculture, Environnement. Ma question, elle est pour Monsieur Clouzot. Je voudrais reformuler ma question de tout à l'heure. J'ai évoqué donc l'épandage des boues. Comme vous le savez, on est quand même dans une économie de marché. On peut aussi discuter de business. Vous savez qu'il y a des fabricants de terreau et d'amendements organiques, donc je réitère, qui utilisent des boues de stations d'épuration mélangées à des écorces de pin ou autres supports. Donc comme M. Gross évoque le passé, et comme ça c'est une histoire du passé, peut-être que ça ne se fait plus maintenant, mais ça s'est fait. D'où la question que je vous ai posée, est-ce que 20 ans, 25 ans après, est-ce qu'il y a une incidence sur les sols concernant les métaux lourds et les produits phytopharmaceutiques? Voilà ma question. Il y a deux questions. Donc la première, ça concerne donc les amendements organiques qui étaient apportés sous forme d'un mélange organique avec écorce, des choses comme ça. Le S51 ou des produits de cette nature-là. Il n'y a pas eu de suivi directement, mais les analyses de métaux lourds qui ont été faites en lien avec l'apport répété depuis 40 ou 50 ans des ordures ménagères et tout ça, n'ont pas montré d'augmentation des métaux, cadmium et autres, à part l'augmentation du cuivre, mais qui n'est pas qui est le cuivre fongique. Et sinon, après, c'était par rapport aux pathogènes. Par rapport aux pathogènes, je ne sais pas s'il y a eu des études sur les pathogènes. En fait, dans
pour compléter la réponse, dans le cadre du SOER, c'est un observatoire de recherche sur le recyclage des produits résiduels organiques. On suit les pathogènes, on suit les métaux et on suit les CTO, enfin les contaminants organiques. On voit qu'on a une augmentation, comme le disait Daniel Cluzot, du cuivre et du zinc, mais voilà, ça reste très limité par rapport à la viticulture, par exemple, ce qu'on apporte. Donc oui, les produits qu'on apporte qui sont contaminés en métaux, les métaux, ça reste globalement dans le sol, je dis globalement. Donc oui, on peut avoir une augmentation. Après, ce qui concerne les pathogènes, a priori, il n'y a pas trop de risques. Il y a eu des Escherichia coli parfois qui ont été retrouvés, mais quel que soit en fait un sol avec des effluents ou sans effluents, donc parfois il y a une contamination, mais ce n'est pas forcément l'effluent lui-même qui l'apporte. Mais par contre, il n'y a pas de risque sanitaire à proprement parler pour les cultures. Voilà, pour les cultures qui soient fourragères ou pour l'humain. Voilà. Baptiste Maître de l'INRA. Moi j'avais une question plus globale, c'était pour savoir si vous aviez été jusqu'à approfondir les pratiques actuelles. Est-ce que vous aviez été au-delà de ce qui se fait et anticipé sur des modèles de production qui pourraient être l'avenir dans l'avenir, est-ce que c'est des modèles qui pourraient être envisageables? Je pense par exemple à l'agroforesterie ou à l'agriculture de conservation des sols, qui n'ont pas été évoqués actuellement, et il y a quand même des bruits de couloir où ça se développe de plus en plus et vous n'en avez pas abordé le sujet. Est-ce que la voie d'avenir pour la gestion durable des sols, c'est pas l'arrêt du travail du sol, par exemple? Donc il y a différents programmes existants en cours sur l'agroforesterie, financés par l'ADEME ou par des cases d'art. Donc ça, vous pouvez y faire référence vis-à-vis de ça. Vous trouverez quand même de nombreux résultats sur ça. Et actuellement, il y a aussi un case d'art sur les systèmes maraîchers en agroforesterie, qui s'appelle SMART. Puis pour en remettre une petite couche, on va dire, au niveau d'Agrinov, en fait, on a pas mal de systèmes en semi-direct, en TCS qui sont pris en compte, notamment. Et puis on a des suivis avec des systèmes de culture innovants qui sont mis en place dans des fermes expérimentales, notamment gérées par les chambres d'agriculture, dans lesquelles on est en train d'initier le suivi avec les indicateurs du projet. Donc c'est des choses qui sont en démarrage. On parlait tout à l'heure d'historique paysager. Là, notamment, le site auquel je pense, c'est une ancienne base aérienne qui a été reconvertie avec des pratiques qui ont été très stéréotypées pendant des dizaines d'années et qu'on est en train de convertir avec des systèmes de production qui vont du système autonome en azote, entre guillemets, jusqu'au système, on va dire, actuel, usuel, qui est mis en œuvre dans la région à l'heure actuelle. Voilà. Donc oui, ces démarches-là, la prospective, elle est faite aussi en parallèle. Je voulais juste rajouter un mot. On n'est pas obligé non plus de trouver des pratiques. L'innovation, c'est pas forcément quelque chose de complètement nouveau. L'innovation, pour moi, il faut que les pratiques soient. Ça peut être des vieilles pratiques, mais il faut qu'elles soient adoptées, je veux dire. Et donc, l'enherbement, même si c'est le travail du sol, tout dépend comment c'est fait. Ça peut être tout à fait innovant. À partir du moment où on arrive à trouver des modalités adaptées aux différentes situations. Pour réduire les pics de pesticides dans les eaux, il faut quand même des pratiques de rupture, tu vois le terme. Et par ailleurs, que l'enherbement a des effets forts sur le rendement. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme fenêtre pour avancer? C'est ce que j'ai essayé de dire, c'est déjà de moduler en fonction des types de sols. On ne peut pas faire de l'enherbement partout. Là maintenant, il y a l'irrigation qui est en train d'apparaître, qui est en train de se mettre en place un petit peu dans le sud, un petit peu quand même. C'est en train de se généraliser, donc je pense qu'il va falloir, et on n'a pas le choix, et on nous l'impose finalement. C'est une demande vraiment forte des viticulteurs. Après, c'est essayer de mieux raisonner les pratiques suivant les années, suivant les situations climatiques, les types de sols. Moi, c'est ce que je vois là comme solution.